Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Mon invité du jour est une metteuse en scène qui jongle entre création, recherche et pédagogie. Docteur en études théâtrales, elle explore le théâtre in situ et la création collective en France et en Amérique latine. Entre un spectacle et un cours à Sciences Po, elle tisse des histoires qui décoiffent et font réfléchir. J'ai le plaisir de rencontrer Louise Roux. Salut Louise. Salut. Eh bien déjà, je tiens à te remercier d'être présente pour ce 11e épisode. Et oui, déjà, des théâtreux. Merci d'être là. Merci. On peut dire aussi peut-être merci à Stéphane qui nous a chaudement recommandé. Donc, si tu nous écoutes, et je sais que c'est le cas, donc salut Stéphane. Écoute, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie, mais du coup, voilà, Stéphane Reich, pour ne citer que lui, évidemment, m'a sorti une liste après son interview de personnes à contacter en urgence, en disant, oh là là, il faut absolument que tu discutes avec telle personne, etc. Et évidemment, Louise, tu étais dans cette fameuse liste. Donc voilà, merci encore à lui de nous avoir mis en contact. Et voilà, et du coup, grâce à ça, grâce à lui, on va évidemment apprendre à se connaître. Voilà, au fur et à mesure de ces petites questions. Voilà, je commence déjà à bafouiller, c'est le Prosecco qui fait déjà effet, tu vois. Comme d'habitude, je commence toujours en posant le décor. Donc voilà, on est dans mon studio d'enregistrement, à Issy-les-Moulineaux, pour ne citer, voilà, à chaque fois, on est plutôt bien installé, tranquillement. Donc je le disais, avec un peu de Prosecco et quelques mignardises. Voilà, tout va bien, t'es bien installé? Oui, très bien, merci. Bon, voilà. Bonsoir, rebonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis intimidée, on était détendus tout à l'heure et là, j'ai un peu intimidée. Ah, ça y est, j'ai appuyé sur le bouton rec. Soit tellement public, mais je suis très contente. Bah tant mieux, écoute, encore merci d'être là et ça fait très plaisir de te recevoir et d'apprendre à te connaître et de faire apprendre à tous les gens qui nous écoutent quel est ton parcours, et ça c'est très intéressant, notamment dans tes études, et c'est avec ma première question. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta formation, puisque du coup je le disais dans l'intro, tu es docteur en études théâtrales. Qu'est-ce que ça veut dire docteur en études théâtrales? Je t'écoute. Docteur en études théâtrales, ça veut dire qu'on a réussi un doctorat, comme dans n'importe quelle discipline, mais en études théâtrales. Donc ça veut dire qu'on a mené écrit une thèse de doctorat en études théâtrales, puisque c'est une discipline. Ça, de temps en temps, ça s'appelle études théâtrales, parfois spectacle vivant, art du spectacle. Et pour être encore plus précise, moi c'était l'ethnocénologie. Waouh. Là tu m'as perdu, voilà, qu'est-ce que c'est? Pour entendre ce waouh que j'ai envie de préciser. L'ethnocénologie, c'est une approche de la scène, des arts scéniques, mais d'un point de vue ethnologique et ethnographique, donc pas complètement centré sur une approche du théâtre française, occidentale, du texte, etc., mais de penser les arts performatifs, les arts de la scène de façon plus large. Wow. Qu'est-ce que je peux dire sur ces Alors peut-être études, on peut peut-être préciser, parce que avant d'être docteur... Voilà, est-ce que je dois t'appeler docteur d'ailleurs, ou oui, ça se passe? Merci. Ça n'arrive tellement si on peut en profiter de temps en temps. Donc docteur, je vous pose la question. Non, en fait ce qui m'intéresse aussi, c'est avant d'être docteur, quelles ont été quelle est ta formation? Donc, parce moi, que on rappelle juste que tu n'es pas que docteur, non, effectivement. Moi j'ai un double parcours d'études. J'ai un parcours classique universitaire de formation en lettres à l'université et à l'école normale supérieure.
donc en littérature et littérature comparée. Et en parallèle, j'ai du coup une formation de théâtre. J'ai fait une école de théâtre, de jeu, pour devenir comédienne, au Studio Théâtre d'Asnières. J'ai mené les deux formations en parallèle et j'ai trouvé une sorte de complémentarité finalement dans le doctorat, puisque mon sujet de thèse que j'ai choisi en accord avec mon directeur de thèse, c'était la création collective dans le théâtre contemporain. Donc en l'occurrence j'ai fait ma thèse entre 2010 et 2015 et j'ai étudié des collectifs un peu antérieurs, donc les collectifs des années 2000, qui étaient des très jeunes groupes de théâtre qui revisitaient la notion de collectif dans le théâtre, un peu celle qui a été très à la mode dans les années 70, qui s'est beaucoup développée, c'est-à-dire à bas le metteur en scène, à bas l'auteur, tout le monde fait tout, et il est possible d'avoir de la démocratie au sein d'une équipe théâtrale. Ça a été donc très développé dans les années 70, et puis ça c'est revenu pas mal dans les années 2000, et moi j'ai étudié ça avec la grande chance que j'ai eue, c'est que du coup j'ai pu aller directement travailler avec les groupes en question, avec ces collectifs. Donc j'ai réalisé plein d'entretiens, j'ai observé énormément de répétitions, j'ai pu de temps en temps m'immiscer en tant que comédienne pour comprendre leur processus de création, et donc j'ai vraiment découvert, c'était génial parce que j'ai analysé de la pratique vive. Et c'était ça qui m'intéressait. Je voulais surtout pas faire une thèse sur du théâtre passé ou sur des textes. J'avais envie d'étudier vraiment le vivant, et puis un phénomène qui se limite pas à une analyse littéraire. J'ai rien contre les analyses littéraires, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Du coup, c'était un phénomène social, politique, psychologique, c'est-à-dire comment se construit un groupe, est-ce que c'est possible de se passer de leader, est-ce que le collectif existe vraiment, et comment on crée en fait quand on est en collectif sans hiérarchie, ou dans les mots des fois, c'est le but est qu'il n'y ait pas de hiérarchie, puis parfois il y a de la hiérarchie qui émerge. Mais donc j'ai étudié ces processus de création, et puis leur développement, la production de leurs pièces, etc. Donc ça a été très intense. Ouais. Et tu n'as pas fait ça que en France? Alors ma thèse, je l'ai fait que en France. D'accord. Mon sujet a été très circonstancié. D'accord. Alors, au théâtre français, même, j'ai presque envie de dire parisien, parce que j'étais à Paris, c'était pas forcément volontaire, mais j'ai étudié 3 collectifs spécifiques. Alors, il y en avait un qui avait une influence très forte d'un metteur en scène russe, mais sinon, c'était quand même un contexte, parce que c'était en plus un contexte de diffusion et de création au sein du théâtre public français. Puisqu'on sait qu'en France, comme on aime les cases, il y a le théâtre public et le théâtre privé, qui sont soi-disant si différents, en tout cas qui n'ont pas les mêmes fonctionnements. Et moi j'ai étudié des jeunes compagnies qui se déployaient dans le théâtre public français sous un mode collectif. Donc ça a été très circonstancié. Et pour la petite histoire, puisque je sais que mes liens avec l'Amérique latine t'intéressent, évidemment, mon premier désir de sujet de thèse, c'était d'étudier les liens entre chamanisme et théâtre. Ah ouais, ouais. Quand même. Dans le jeu d'acteur. Après avoir observé qu'il y avait peut-être des similitudes entre l'état de jeu et l'état modifié de conscience sous champignons hallucinogènes ou des choses comme ça. Et puis quand j'ai émis cette magnifique hypothèse géniale à mon directeur de thèse, il me dit « Oui, bon, ça a été beaucoup étudié dans les années 70. Je crois que vous ne connaissez pas grand-chose à cette question. On va réfléchir ensemble à un autre sujet. » C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que ça va loin, quoi. On peut aller très loin, peut-être trop loin. Donc finalement, voilà, on est revenu sur quelque chose qui me tenait à cœur, parce ce qui m'a beaucoup
comment dire, pourquoi ce sujet, etc. C'est que, voilà, je te l'ai dit, t'as compris, j'ai un pied dans différents endroits que ce soit dans la théorie et dans la pratique. Et j'ai eu beaucoup de mal depuis le début à tenir une place que de comédienne. J'ai toujours eu la sensation que je sais pas, j'avais besoin de dire plus ou de prendre parti. Et donc la question du collectif, je pense pour moi, c'était aussi une façon de dire est-ce qu'on peut penser le théâtre autrement qu'à des places où le metteur en scène est le patron qui choisit un texte pour lequel il va caster des acteurs qui vont jouer, etc. Est-ce qu'on peut changer de place, réinventer les choses, et puis est-ce que c'est possible d'écrire collectivement? Est-ce que vraiment l'auteur est toujours un génie unique, ou est-ce que en fait c'est la synergie du groupe qui permet aussi de créer? Moi j'adore la coécriture. Hein. Mes premiers textes ça a été ça, hein. Ça a été mes premiers collectifs avant d'être dans une troupe professionnelle. J'ai commencé pareil dans une troupe amateur et c'était une bande de copains qui se réunissent et qui et en fait le fait il y en a un qui dit une idée et puis l'autre qui rebondit moi j'adore ça. Le côté collectif, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est peut-être une des choses qui est le plus en phase avec l'art théâtral et cinématographique aussi, je crois, mais c'est des arts, des pratiques qui sont, je pense, assez collectives. Et je pense que ça l'a, je sais pas si ça l'a toujours été, mais maintenant c'est quand même avéré que Shakespeare il écrit mais qu'en fait il est pas seul, que les acteurs improvisent et qu'il reprend, que Molière il écrit avec ses acteurs, que c'est des troupes. Et donc ça m'a beaucoup intéressée. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Ça... Et libéré aussi, en fait, de se dire que ça va, on n'est pas... Oui, c'est ça. En fait, c'est une façon de penser aussi qui t'a ouvert un esprit différent et une image différente du théâtre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des metteurs en scène, malheureusement encore, qui se prennent pour Dieu, mais ceux-là, est-ce qu'ils sont si bons que ça je ne sais pas. Et effectivement, après, moi, je trouve que avec mon expérience perso, au début, quand tu commences à écrire, etc., t'as ce côté, oui, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai écrit. Et au final, et puis t'es pas tout à fait apte à accepter que les comédiens chamboulent ton texte, machin, tout ça. Et au final, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. C'est-à-dire que avant, j'ai dit, oh là là, le texte. Mais en fait, non, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire que si un comédien te fait une proposition pendant une répétition et te dit, écoute, je trouve que la phrase est mal tournée, ou je te propose de la jouer de telle manière parce que je trouve que c'est plus naturel, etc., machin, moi, je suis toujours friand d'une nouvelle proposition. Et c'est simple, hein, si pendant une répétition, parce que moi j'écris principalement des comédies, si pendant une répétition je me mets à rigoler, c'est que, ok, en fait, c'est parti, quoi. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a plein de pièces qui ont vu le jour, pas forcément que des pièces aussi, moi j'ai aussi été scénariste dans des web-séries, etc. Et pareil, tu vois, il y a des séries mondialement connues comme Friends par exemple, où on savait qu'ils étaient 20 auteurs sur la table, où même les acteurs pouvaient proposer des trucs, où feu Mathieu Perry proposait des trucs, etc. en direct avec le public, mais en fait c'est ça qui marchait. Le collectif fonctionne, tu vois, et c'est propre, c'est pas forcément propre que au théâtre. Non. Tu vois, moi j'ai la chance de travailler dans une boîte qui était un collectif. Et c'était très intéressant, c'est-à-dire que l'intelligence collective, c'est comme ça qu'on appelle, fait qu'il y en a un qui dit un truc, qui est l'autre qui apporte une nouvelle idée, etc. Machin, on se met tous autour de la table, et c'est comme ça qu'on travaille en harmonie. Et que tout le monde a son mot à dire. Donc effectivement, à bas le patriarcat et tout ce qui va avec, et là, on construit quelque chose de très intelligent. Et je trouve que c'est une méthode qui devrait être toujours utilisée. C'est mon point de vue. Après, voilà, il y a des génies de l'écriture et de voilà. On leur enlève pas. Voilà, on leur enlève pas ce génie-là, mais je trouve que c'est très intelligent en 2025
de proposer à des comédiens, etc., ou pas que des comédiens, mais de participer au texte. Moi, j'ai des amis qui font du théâtre amateur et ils écrivent ensemble leur texte. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu te fais référence au théâtre amateur et c'est comme si le théâtre amateur étant aussi dans un certain milieu de théâtre, mais dénigré par rapport au théâtre professionnel. Au théâtre amateur, on peut créer collectivement, mais le théâtre professionnel a son auteur. Mais oui, mais c'est ça et c'est une vision faut du casser les génie codes. Et qui est en fait très inhibant, je trouve. Carrément. Et donc il y a quelque chose d'intéressant justement de se dire mais le théâtre, c'est l'amateur, c'est celui qui aime. Oui. Bon, tout à fait. C'est pas une question de niveau en fait, c'est celui qui décide de le faire par amour. Exactement. Le professionnel, il aime ou peut-être il n'aime plus son métier, mais peut-être qu'il n'y a plus d'amour, on sait pas. On sait pas. Donc, c'est ça moi, qui m'a beaucoup intéressée dans cette histoire de collectif, c'est aussi de détrôner un peu le génie qui est en fait, en plus quand on creuse un peu, c'est un concept qui est né avec le romantisme au 19e siècle. Bien enfin, sûr. c'est pas éternel. Ouais, carrément. Et ça inhibe la créativité alors d'énormément de monde. Alors des femmes, j'en parle même pas, et de toute personne qui aurait un peu peur d'écrire. Voilà, donc ça a été effectivement l'objet de ma thèse. Et cette thèse, on peut la retrouver, elle a été publiée? Elle n'a pas été publiée, enfin elle est publiée en ligne. Elle est publiée en ligne, on peut la retrouver dans mon université qui est l'université Paris 8. D'accord. Saint-Denis, on peut me la demander, je l'envoie. Ok. Je serais très intéressé de la lire, perso. Avec grand plaisir. C'est un sujet qui me parle, évidemment, et combien de pages, on me rappelle? Je pense que c'est 600 pages, plus 200 pages d'entretien, quelque chose comme ça. C'est pas mal, mais ça doit être hyper intéressant. C'était passionnant à faire et c'est intéressant. Je ne l'ai pas publié parce que, en fait, je voulais après revenir à la pratique, j'avoue. Non, mais combien de temps pour faire cette thèse? C'était 5 ans. Ah oui, 5 ans quand même. J'ai joué en parallèle, j'ai continué de faire des choses. Ah, t'as réussi quand même. Ouais, c'est pas... Non, j'aurais devenu folle, je pense. Mais oui, c'est une thèse, quoi. C'est ça. C'est une recherche oui, longue. c'est énorme. Bien sûr. Et pour continuer, du coup, dans l'histoire de ton parcours, est-ce que t'as toujours été dans ces métiers artistiques? T'as toujours été auteur, comédienne et après metteuse en scène, etc. Et docteur en études? Ou est-ce que t'as fait d'autres métiers? Serveuse, l'été, pour gagner un peu d'argent. Ce qui est inspirant au final. Ce qui est inspirant. Non mais c'est vrai, hein. J'ai fait les vendanges quand j'étais jeune. J'ai quand même eu la chance de tout de suite rentrer dans le métier. En fait, j'ai fini ma thèse en 2015, donc en plus j'avais une bourse pour faire ma thèse, donc j'étais salariée. Et ensuite, c'était assez précaire après, pendant 2-3 ans, parce que j'ai pas été tout de suite intermittente. Je suis rentrée dans l'intermittence en 2017. Donc il y a eu 2 ans où j'ai fait des allers-retours au Brésil et où je faisais quand j'étais en France, vraiment, je travaillais. Alors, ce que j'ai fait en plus, c'est de donner des cours. Ça, j'enseigne depuis longtemps. Depuis toujours, en fait. Enfin, depuis 2010. J'enseigne le théâtre à l'université, à Sciences Po, tu l'as dit dans la présentation, puis dans plein de cadres, j'ai fait des cours d'improvisation pour des adultes, j'ai enseigné à des enfants, et ça j'ai toujours continué, j'adore ça, j'apprends en fait, c'est vraiment un endroit où j'apprends. Et donc Sciences Po, quand même, c'est pas rien quand même. Sciences Po, c'est marrant comme... Sciences Po, c'est une chance parce que c'est un contact, un copain qui m'a vu jouer dans un spectacle. Et puis on a parlé après, et lui il enseignait à Sciences Po. Et puis il m'a proposé de me mettre en contact avec la personne qui recrutait. Et la personne qui recrutait, donc c'est des ateliers artistiques qui sont des ateliers obligatoires. Et qui valent autant en termes de points pour valider qu'un cours d'économie. Ça, c'est génial parce que carrément. les étudiants sont obligés de prendre au sérieux,
mon cours, notamment, qui s'appelle La vie hors norme, clown, bouffon et autres marginaux. Ouais, c'est génial. Extraordinaire et s'ils le ne titre. travaillent pas bien à faire un bon clown, un bon bouffon, je peux les saquer. Ça fait toujours. Je vais faire un aparté, mais ça fait. Moi, je suis fan d'Eli Kaku, par exemple. Et je revois, tu sais, le prof qui fait 0. C'est genre. Le petit pouvoir du prof. Ah, mais c'est génial. Non, c'est. Non, j'insiste, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des fois, j'ai aussi enseigné dans d'autres écoles supérieures, enfin, d'enseignement supérieur et tout, mais où l'atelier artistique est une option. Ils sont plus ou moins obligés, mais ça vaut pas autant. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant comme enseignement, parce qu'on sent bien, là, à Sciences Po, c'est chouette. Et puis, ils sont intéressants, les jeunes. Et puis, j'aime bien, parce qu'effectivement, le thème de mon cours, c'est de la marginalité. Enfin, la thématique, c'est la marginalité. À Sciences Po, je trouve ça intéressant, parce que c'est quand même assez normé. Et puis, c'est l'élite. Et puis, c'est eux qui font société, entre guillemets. Non, c'est ça. Donc, on travaille un peu là-dessus. Et puis, je travaille dans quasiment tous mes cours, beaucoup de création collective. Et alors, tu vois, tu disais faire écrire des comédiens, c'est génial. Faire écrire des jeunes pédagogiquement, c'est génial. Parce qu'à partir du moment où tu leur dis, vous écrivez la scène, je leur donne des textes de référence pour qu'on ait quand même une structure, mais ils doivent tout réécrire. Ils me sortent des choses mais incroyables, alors qu'ils n'ont jamais joué, mais ils ont choisi leur rôle, ils ont écrit leur rôle, ils ont pensé la mise en scène. Donc comme ils sont maîtres en quelque sorte de ce qu'ils disent, du propos qu'ils tiennent, c'est très difficile. Il y a quelque chose qui se réalise, quoi. C'est beau, hein. Ouais, c'est très beau. C'est vrai, souvent je suis là. À Paris 8, c'est pareil. Ils ont quel âge, rappelez, les étudiants, ils ont quoi? Ils sont en première, deuxième année, donc ils sont 19 ans, 20 ans maximum. Très jeunes, quoi. Super jeunes. Et déjà, des esprits très créatifs. Ouais. Il faut pousser, hein. Des fois, au début, ils sont là, ils y croient pas eux-mêmes, quoi. Ah ouais. T'as beaucoup d'élèves? Non, c'est des tout petits groupes, ils sont 15. Ah ouais? Ouais, pour faire de la pratique, c'est bien. Ouais, ah ouais, carrément. Oui. Et du coup, il y a des représentations en fin d'année? Oui, on a joué hier. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, à Sciences Po, là, ils ont joué hier. C'est génial. On a joué, devant les copains. Ouais, mais bon, il y a quand même une représentation. Ouais, j'y tiens. Ah, c'est chouette. Bah oui, il faut. C'est du théâtre. C'est bien la pratique, mais à mon avis, il faut. La théorie, pardon. Mais la pratique, c'est tellement jouissif, quoi. Ouais. Surtout au théâtre. Ouais. Je trouve que le théâtre, c'est qu'on se représente devant d'autres, donc. Eh oui, bien sûr. C'est beau tout ça, dis donc. Alors justement, évidemment, ici, on parle que de théâtre, parce que c'est le sujet. Mais qu'est-ce que t'aimes le plus au théâtre? Elle est très très vague, hein, cette question, mais qu'est-ce qui te fait kiffer le plus, quoi, au théâtre? Quand je vois le théâtre. Est-ce que tu pratiques le théâtre, que tu vois du théâtre, qu'est-ce que tu préfères le plus? Finalement, t'aurais pu poser la question avant. J'aurais pu. Séverine, si elle nous écoute, elle comprendra parce qu'elle, c'est pareil. L'épisode elle imagine, elle me dit, oh, mais là, c'est horrible, je suis pas du tout prête. C'est compliqué parce que je crois que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une ouverture sur une humanité. C'est vraiment cliché, mais quand même. Non, c'est beau. Que je vois rarement dans la vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression des fois que parfois les acteurs, mais des fois j'ai l'impression de voir plus d'humanité, de théâtralité dans mes élèves. Ah ouais. Parce qu'on est très proches. Tu veux dire, il y a moins de technique, il y a moins de lumière, et puis on est dans des rapports proches, quoi. Il y a moins d'ego peut-être. Et il y a moins d'ego, bon. Mais même sur le plateau, il y a encore, au théâtre, encore autre chose. Mais de toute façon, c'est cette humanité. C'est super bizarre parce que j'ai l'impression qu'on met des masques mais qui révèlent quelque chose de plus vrai que dans la vie sociale où on a des masques inconscients en faisant semblant d'être vrai. Je sais pas comment dire. Non, c'est vrai, je comprends la théorie. Donc ça, c'est un truc que j'aime. Après, quand ça arrive, et c'est pas souvent, j'aime rire au théâtre.
C'est déjà beaucoup. Si c'est possible de rire. Ouais, le rire est tellement puissant. Ah ouais, Ouais. ça Le c'est pouvoir bien. du rire, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est... Oh, C'est quand même quelque ouais, chose. ouais. Ça, c'est vrai. Donc j'aime ça, j'y vais de moins en moins, c'est triste, mais j'y vais Ah de moins. ouais, Je suis c'est allée vrai. énormément au théâtre, évidemment. Et puis, j'y vais de moins. Bah, je peux moins sortir. Et puis, j'ai un regard trop critique, etc. Maintenant, j'ai moins de plaisir, Mm. ou moins de temps, Ouais. ou moins de savoir pour savoir où sont les Mm. belles choses. Mais bon, j'aime être déboussolée. J'aime pas quand c'est trop documenté. Enfin, j'aime pas quand on essaye de m'expliquer trop la vie Mm. en faisant des sciences sociales au théâtre. Mm. J'aime la poésie au théâtre aussi, quand tout d'un coup il y a un sens qui s'ouvre avec une image, enfin je sais pas comment dire, avec des symboles auxquels j'aurais pas pensé Mm. moi-même. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est que, bon, ça vaut au théâtre, mais ça vaut pour plein de choses, mais je trouve que notre état du moment joue énormément sur la réception de la pièce, quoi. Il y a un moment, je sais pas pourquoi, on est sensible, on a Ouais, envie, ça nous touche, ça nous percute. bien sûr. Mais le lendemain, peut-être ça ne l'aurait pas percuté. Mais oui. Mais ça, c'est C'est beau. un incendie qui est... C'est ça qui est beau. Des fois, tu vois, tu es dans une salle obscure au théâtre, tu es spectatrice et spectateur, et d'un seul coup, tu as un moment d'émotion, tu sais pas pourquoi. Mm. C'est inexplicable. Et en fait, ça te touche que toi, parfois. Moi, Oui. je sais que des fois, ça m'arrive de... J'ai l'impression de sortir un peu de moi-même et de complètement de sortir du truc. Mm. Et il y a genre une phrase, un mot, une émotion qui est ressortie sur scène. Et ça t'envahit. Et du coup, tu sais, tu peux pas l'expliquer. C'est un truc Mm. qui... C'est ça que j'aime au théâtre. C'est... On pourrait dire qu'il y a un peu ça au cinéma, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que cinéma, ça reste qu'une image, avec un Ouais. montage, avec un truc. Ouais. Ouais. Là, on parle de théâtre où c'est euh, des comédiens, des comédiennes qui ont, comment dire, qui dégagent quelque chose Mm. en direct et, euh, et à un moment précis, t'es touché sur un truc Ouais, ouais. et tu sais pas pourquoi. Donc, et c'est assez Ouais. beau, moi, je trouve. Ouais, c'est très beau. C'est quelque chose de très vivant, quoi. Tout d'un coup, qui est partagé. C'est un peu. C'est assez dur, je trouve, de décrire et de l'attraper. Ouais. Vraiment. Et je Ce trouve qui se que passe. justement, quand tu dis le mot attraper, c'est que quand une pièce t'attrape, Mm. c'est que c'est gagné, quoi. C'est-à-dire que Oui. c'est, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, toutes les pièces ne t'attrapent pas, ça, voilà. Mais des fois, même dans un petit truc, une petite pièce, un petit truc, il y a parfois un moment Mm. où tu vas t'accrocher à ça parce que, je sais pas, tu as eu une émotion à un moment donné sur ce truc-là, alors que c'est pas la pièce du siècle, etc. Mais Mm. ce moment précis t'a touché. Voilà, parce que ça te touche toi personnellement, par rapport à ton histoire, par rapport à plein de trucs, etc. Ou ton Ouais, émotion du ouais. moment, Ouais. comme tu le dis. Et alors qu'un autre soir, peut-être, effectivement, ça aurait été totalement différent, parce que Mm. ça peut Mm. être joué potentiellement différemment, ou avec un ou une autre actrice, ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est ça la magie du théâtre Mm. aussi. C'est l'instant T. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, très éphémère, donc c'est ouais, très précieux, quoi. exactement. Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner tes références? Est-ce que tu as des références de théâtre? Tu dis que tu adores rire, etc. au théâtre, mais est-ce que c'est des refs de comiques ou c'est ou tout autre, hein, auteur ou pièce ou c'est quoi tes refs? C'est un gros problème pour moi, cette question, parce que, encore un problème. Euh, Séverine, tu n'es pas seule, tu vois. je suis vraiment pas seule. Oui, c'est ça, les rêves. Je sais que j'ai été marquée dans ma jeunesse, je me rends compte maintenant, par les spectacles d'Emmanuel de Marcimotta, qui est maintenant le directeur du théâtre de la ville, parce que c'était notre prof à Claude Monet, quand j'étais en option théâtre, et que
on est allé voir 6 personnages en quête d'auteur, qui est une de ses ses premières créations, mais qui a été une grosse création. Ouais. Et que par exemple ça, je sais que la pièce, elle m'a énormément marqué, donc de Luigi Pirandello, qui est une pièce un peu folle dingue, où des personnages réclament d'exister sur scène, et du coup apparaissent dans un théâtre et réclament un auteur. Et donc les personnages apparaissent, on ne sait pas d'où, et demandent aux comédiens de les interpréter. Je l'ai montée l'année dernière à Paris 8, cette pièce, et du coup en cherchant des pièces je dis ah ok, celle-là effectivement Pirandello, je l'ai retravaillée plein de fois, donc c'est une référence, cet auteur italien du début du siècle qui travaille beaucoup justement sur la fiction, la vérité, le relativisme, enfin un truc un peu abyssal de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, tout ça. Très intéressant. Je pense que j'ai été marquée par des spectacles d'Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil, quand même. J'y suis allée plusieurs fois et comme beaucoup de gens qui ont pu y aller, mais par le mythe du Théâtre du Soleil, ouais. Et par la maison théâtre qu'elle a construit, quand même, où tu y vas, tu manges, il y a un côté quand même complètement utopique. Ouais. Et puis par les spectacles aussi, donc où il y a de la musique, des costumes, du rire, qui est peut-être, aujourd'hui on pourrait dire peut-être daté, entre guillemets, parce que on fait plus du théâtre comme ça, mais en même temps qui est quand même, je pense qui a quand même marqué mon imaginaire. Je pense aux références un peu anciennes, enfin, je sais pas comment dire, les références un peu anciennes, de jeunesse, ou voilà. Ouais, n'hésite pas. Qu'est-ce que j'ai comme références théâtrales? Après, c'est pas forcément théâtre, mais en humour, par exemple, les Deschiens. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Je fais du clown, hein, aussi, moi, un peu. Mais oui, c'est ça, j'ai pu comprendre, en faisant des recherches sur ton profil, je suis tombé sur quelques petites photos sympas. Mais ça, j'adore. Moi, le clown, c'est du théâtre. Et le clown, c'est du théâtre, et les Deschiens, c'est, je veux dire... oui. Pardon, mais ils sont 3, ils ont une caméra fixe, tu peux les mettre sur un plateau. Mais bien sûr. Et c'est pas que c'est pas du cinéma, mais c'est vraiment... Donc, pour aller complètement haute, voilà, rien à voir avec Pirandello. Non, mais c'est génial. Mais c'est génial. les Deschiens... C'est déjà des très très belles rêves, hein, vraiment. Ouais, merci. Non, mais vraiment, magnifique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la première expérience, ou ta première vraiment expérience significative dans le milieu du théâtre? Ouais. La première qui t'a marqué? Ouais, je pourrais. Ça te revient tout de suite? Ouais, parce que je le sais, parce que je l'ai repensé. Enfin, il y a l'expérience à l'école primaire, en stage, où je faisais l'horloge. Bon, ça... Alors, vous voyez pas, mais elle mime l'horloge magnifiquement. On dirait Big Ben dans La Belle et la Bête. Là, le talent était déjà très... non, en vrai, vraiment, l'expérience fondatrice, c'était au lycée, justement, où j'ai été amenée à faire l'option théâtre du lycée Claude Monet, dans le 13e arrondissement, à Paris. Et je faisais du latin, j'en ai rien à faire du théâtre, j'étais assez perdue dans ma vie. Et où une amie m'a dit, écoute, arrête le latin, viens faire du théâtre. Et où c'était une année c'était l'année du bac, et on a monté la pièce Kids de Fabrice Melchior, donc c'est assez connu, et c'était la création. Et elle n'avait jamais été montée. C'est Emmanuel de Marcimota qui l'a mis en scène avec nous, c'était leur dernière année d'enseignement au lycée Claude Monet, et dans notre classe il y avait peut-être des gens que tu connais ou pas, mais Louis Arène qui maintenant fait vraiment des spectacles un peu partout, il y avait pas mal de gens très très impliqués, et donc on a monté Kids. Moi j'avais jamais fait de théâtre à part cette fameuse horloge, et où en fait c'était vraiment une révélation. Vraiment une révélation. La révélation déjà que je pouvais passer des heures à répéter. Mais que j'en avais jusqu'à sans fin. Au lieu de réviser mon bac, qu'on pouvait rester après les cours, qu'on pouvait venir le week-end, que du coup le temps passé à travailler soi-disant n'existait pas.
Et puis, bon, après ça devient très intime, mais moi j'avais eu une blessure, j'ai perdu ma mère très jeune, et j'ai joué à ce moment-là un petit garçon, Yosip, qui était orphelin et qui était... et là c'était la guerre, dans Kids, c'est des enfants qui sont... c'est la guerre à Sarajevo. Et j'ai joué ce personnage sans y réfléchir, mais je crois que... je sais pas, ça a été très cathartique pour moi-même. Et tu m'étonnes. Et donc, je pense que vraiment, ça a été salvateur personnellement, etc. Et du coup, je me souviens qu'après cette expérience, je me suis dit, ah ok, je vais faire du théâtre là. Bah ouais. Et puis, ma famille, gna gna gna, la société me dit, fais d'abord une prépa. Quel âge J'avais 18 ans. 18 ans. L'année du bac, quoi, 17-18 ans. Puis après, on m'a dit, fais une prépa quand même. Donc j'ai fait une prépa quand même. J'ai toujours continué à faire du théâtre un peu pendant la prépa quand même, à Normal Sup, fait du théâtre quand même. Et puis au final, j'ai quand même réussi à m'extirper pour y retourner. Mais ça a été, ouais, c'est pour ça que je peux te dire, oui, je peux te dire ma première expérience. Ouais. On sent vraiment que ça t'a marqué, quoi. Ouais, ça m'a marqué. C'était... Ouais. Mais c'est le début d'une grande histoire d'amour, quoi. Ouais. Ouais. Ça a été le début, ça a été une découverte. Puis il y avait un collectif. C'est vrai que je parle de Louis, mais Claire, Nadja, enfin, j'ai revu un autre Thomas Fitterer. J'ai revu, en fait, quasiment toutes les personnes qui étaient dans cette pièce continuent le théâtre. Ah ouais. Ouais, dans cette option. Ah, quand même. Ouais. Ouais, c'est rare. Ça nous a marqué, quoi. Ouais. Ah ouais. Tu sais, comme parfois, tu fais partie d'un moment parce que c'est ces personnes-là, c'est cette équipe. Donc c'était ça, ouais. Magnifique. Parmi les différents projets dans lesquels tu as pu travailler, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier? Un truc que tu as créé ou pas forcément, hein, dans lequel tu as pu jouer? Il y en a beaucoup. Un que tu as vraiment kiffé participer à ce projet? Bah, peut-être on peut parler du Brésil. Ouais. Parlons du Brésil. Ça nous sort un peu parce que il y a d'autres choses, mais c'est un peu moins auto-centré. Et puis ça a été marqué, ça a été inattendu et vraiment intéressant. Donc j'ai été invitée par un collègue doctorant à l'époque, donc il faisait une thèse lui aussi à travailler au Brésil en tant que dramaturge. Je n'avais pas vraiment fait de dramaturgie, je ne parlais pas portugais, mais il a été ambitieux, audacieux, et m'a invité pour travailler dans une gare abandonnée dans une petite ville près de Rio de Janeiro, à Barra do Piraí, pour travailler avec des habitants de cette ville, à écrire l'histoire de cette gare avec les habitants dans une forme de théâtre in situ et déambulatoire. Et donc ça a été quand même un projet important parce que ça a été le point de départ de la compagnie qu'on a fondée ensemble et qui existe encore aujourd'hui au Momento. Et donc on a travaillé d'abord donc 3 mois une première année, puis 6 mois une deuxième année. Avec du coup la première année un premier spectacle, la deuxième année un deuxième spectacle et la création d'un festival dans cette gare qui est aujourd'hui d'ailleurs réhabilitée. Oh, wow. Et c'était ça a été on peut dire vraiment un fondateur parce que j'étais bloquée dans le théâtre français justement après ma thèse, très déçue des collectifs. Oups, quand on regarde les choses à la loupe, toujours. Bah oui, à un moment donné. Déçu, enfin en tout cas, voilà, mon utopie, voilà, c'était un peu écharpé à la réalité. Je comprends. Moi, comédienne, je pouvais pas m'assumer metteuse en scène, j'en avais pas encore les moyens, enfin bon. Et du coup, j'ai pris cette opportunité après ma thèse de partir là-bas et ça m'a ouvert la possibilité justement de changer de place, une nouvelle forme artistique, l'in situ, c'est-à-dire de créer pour un lieu, une mise en scène dans un lieu et donc
de transformer complètement le regard, parce qu'en fait, on a créé des spectacles où les spectateurs se déplacent, où le décor, c'est la gare, Ah ouais, où on change de pièce en pièce, c'est où génial. il y a des musiciens live qui accompagnent les spectateurs et on crée la musique en même temps. Et puis, bon, c'était le Brésil, donc ça n'a rien à voir. Les gens sont Oui. extrêmement impliqués, Mm. le corps est très très Mm. dynamique, et puis c'était pas dans ma langue. Ah Donc, ouais, sacré défi quand même, hein. ouais, c'était un beau défi. Alors, je l'ai pas Ouais. écrit seul, Ouais. mais c'était un beau défi. Et du coup, je crois que ça m'a vraiment déplacée dans Mm. d'autres possibles, quoi. Bah ouais. J'ai ouvert des portes de Mm. création et après, du coup, on a travaillé pendant 6 ans en collaboration avec ce metteur en scène, à créer ensemble, à collaborer, etc. Et on a créé du coup des spectacles pour l'espace public, des ambulatoires, in situ, et qui mêlaient aussi des amateurs et des professionnels. D'accord. Et on a créé peut-être 4 ou 5 spectacles comme ça en Brésil et en France, avec du coup aussi des équipes énormes, c'est-à-dire avec 20 personnes au plateau, Oh. des pros et des amateurs, parce que ça devient possible, puisque on n'est plus obligé de faire des one-man shows juste parce qu'on n'a pas de budget. Ouais, ouais, non, mais ouais. Non, mais je comprends, Tu vois, ouais, carrément, ouais. je rigole et c'est ce que je suis en train de faire là, puisque je suis un duo en ce moment. Donc je me permets justement pour ça. Mais voilà, après il y a plein de limites, plein de problèmes, questions qui se posent, mais ça a été super intéressant. Et puis c'était un projet, des premiers projets de recherche-création. Donc on avait une réflexion théorique sur ce que c'est que le théâtre in situ, sur la possibilité de réhabiliter des lieux culturels désaffectés. On a écrit des articles et tout, et on parallèle une pratique. Et donc c'était une vraie une réconciliation chouette avec pas mes paradoxes, non, mais ouais. Voilà. Tout ce que tu avais appris aussi, tout ce que tu aussi. Ouais, bien sûr. Tout ce que tu avais écrit aussi. Ouais. Ah, bien sûr. Et c'est là où tu as. Est-ce que tu peux. Est-ce que évidemment, tu as dû sentir une différence entre le théâtre brésilien et le théâtre français. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? La chose la plus criante, c'est le rapport au texte. C'est-à-dire que en France, on a un rapport au texte qui est primordial, souvent premier, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on monte un texte. Ouais. Au Brésil, musique, corps, danse, énergie sur scène, rapport charnel, c'est très différent ça. Et le texte, il arrive ou pas. Ouais. Ce qui me pose des problèmes, mais moi j'étais là, dramaturge. Et ça a été hyper intéressant parce que la dramaturgie, souvent, donc on a co-écrit, co-créé les spectacles donc avec ce collègue metteur en scène, et on ne partait pas du texte. Donc moi j'essayais des fois de donner un sens dramaturgique pour créer des liens sur des images existantes. C'est-à-dire que parfois les images venaient en première. Lui, il avait des visions beaucoup plus esthétiques que moi, entre guillemets, et puis du coup la dramaturgie venait soutenir. À un moment, ça peut poser problème parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on raconte. Enfin, un problème ou pas. Voilà, ça c'est une chose. Et puis les comédiens pros ou même là amateurs n'ont pas du tout le même blocage corporel que nous. Ah non. Ouais. Quand même. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas en avoir et tout, mais quand même il y a une plus grande liberté. Puis juste, en plus là on répétait dehors, etc. Mais on est dehors, il fait chaud, on est en short et on est nu. Enfin, il y a quelque chose de, c'est à la fois stupide et pas stupide parce que c'est très con quoi. Mais il n'y a pas 10 000 couches, un petit théâtre, la boîte là. Après moi j'ai plus réussi à revenir dans les boîtes noires. Ouais, ça devait être très difficile après. Non, on a travaillé dans la rue, on travaille dans d'autres lieux, et puis il y a du bien, il y a du bon aussi, parce qu'au moins c'est cadré. Pour dessiner les choses, c'est cool, mais il y a un truc, oui, qui est... Ouais, je pense le rapport encore, et à la musique, au rythme, à la musicalité de la scène. Ouais. Je dirais ça, sans être une spécialiste du théâtre brésilien. Non, bien sûr. Mais c'est marrant parce que du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un autre épisode qui est Christophe Paris, qui
qui est comédien, producteur et, euh, et diffuseur également. Sa spécialité, c'est euh, le théâtre un peu à la Molière, j'appelle ça comme ça, mais euh, comment on appelle ça déjà? C'est le théâtre tréteau. Mm. Et du coup, c'est la première fois, du coup, tu es la deuxième invitée qui me parle de ce type de théâtre. Et c'est vrai que je trouve que c'est la base, en fait. La base, elle est là. C'est-à-dire que, effectivement, Molière, pour ne citer que lui, mais avait créé ce truc-là. C'est-à-dire que tu as ta roulotte, tu parais que t'es comédien, et tu crées tout. Mais là, il y a une dynamique encore différente, c'est-à-dire de transformer un lieu qui était une ancienne gare et d'en faire un lieu artistique. Alors bon, moi, fils de cheminot, autant te dire que ça m'a interpellé direct. Donc voilà. J'appellerai mon père juste après l'épisode. Mais tu vois, je veux dire, je trouve ça génial, tu vois, de réhabiliter un lieu qui n'était pas du tout fait pour ça, mais qui a un son particulier, parce que les lieux ont des sons. Et une âme aussi. Donc du coup, ça doit être génial. Et j'aime beaucoup l'idée de passer d'espace en espace avec le côté mouvement, avec les musiciens qui t'accompagnent, etc. Ça doit être génial. Il y a des images de ce truc-là où on peut retrouver ça quelque il y en part? a un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a. Mais n'hésite pas à m'envoyer des trucs, et si je peux derrière en diffuser et en faire un peu de la com sur des trucs. Moi, je trouve ça génial de montrer des exemples concrets, parce que c'est vrai que là, bon, voilà, on discute, mais je trouve ça génial de pouvoir après voir des choses. Mais j'ai pas creusé assez, on va dire, mais il y a quelque chose entre le théâtre et les gares, parce qu'il y a eu des expériences comme ça de théâtre communautaire en Argentine, autour de gares. Ah ouais? Ouais, aussi. Pareil. Même type de projet et même type de spectacle sur des gares abandonnées. Alors, est-ce que c'est parce qu'en Amérique latine, il y a des gares abandonnées, parce que ça a été tout un réseau de chemins de fer hyper structurant, abandonné, et donc il y a des lieux très beaux qui sont vides. J'imagine. Et c'est du coup en même temps la symbolique du réseau, enfin... Oui. Donc il y a des choses à faire. Mais c'est sûr, moi j'ai compris... j'ai compris, en tout cas, j'ai entrevu que les lieux avaient une âme au Brésil. Ça, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui change aussi, c'est qu'il y a une spiritualité dans le... Ah bah oui, totalement. Je dis pas qu'il y en a pas dans le théâtre français ou qu'il y en a pas en France, mais... C'est différent, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les théâtres en France, ils sont habités des grands noms du théâtre qui sont passés par là, tu vois. Oui. Tu vois. Et puis, il y a cette architecture incroyable. On parle des théâtres parisiens, mais il y a même des théâtres en province qui sont très très beaux et qui ont tous une âme, etc. Et puis, c'est quoi l'âme aussi? C'est-à-dire que l'âme, c'est quoi? C'est aussi tout ce que tu amènes, tu vois, tout ce que les gens ont amené au fur et à mesure de différentes années, etc. Mais là, de transformer là, moi, ça m'intéresse personnellement parce que évidemment, voilà, tout le monde le sait maintenant, j'ai un amour pour l'Amérique latine, en particulier pour la Colombie. Voilà. Mais je sais que personnellement, il n'y a plus de train en Colombie. Et c'est dommage parce que vraiment, et je me demande, effectivement, tu m'interpelles en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait des gares? Et du coup, là, tu vois, je vais y aller en quelques secondes, je vais me poser la question, et je vais peut-être même aller visiter des gares. Il y a quelques gares musées qui ont été transformées, récupérées, qui sont des musées ferroviaires, que sais-je, et puis... Et puis, pas mal à l'abandon. Ça doit être quelque chose. Mais c'est une idée à creuser, en tout cas. Merci pour ça va me donner des idées pour plus tard. C'est moi qui voulais partir tranquillement en vacances. Je vais aller bosser. Est-ce qu'il y a une rencontre dans toute ta carrière qui a tout changé?
Il n'y en a pas une, il y a eu plusieurs rencontres. Ouais. Celle dont on vient de parler, donc je ne l'ai pas cité, Federico Nepomuceno, quand même, il a beaucoup changé il a changé des choses parce qu'il a influencé, je pense, ma carrière artistique pendant au moins de 2015 à 2021-22, quoi. C'est pas Puisqu'on a rien. travaillé ensemble et que... 7 ans, c'est pas rien. Ouais, et que, en fait, je pense par son invitation à être dramaturge et ensuite, comme cette place me suffisait pas, on a commis en scène et depuis on travaille plus ensemble, mais maintenant je suis metteuse en scène, donc je pense qu'il m'a aidé À devenir metteuse en à scène. devenir metteuse en scène. C'est beau. Donc oui, ça m'a marqué. Il y a aussi une personne au tout début de que c'était pas encore ma carrière, dans mes études, qui est Ketty Rubeta-Goyena. Tous des noms pas possibles. Oui, grave. Incroyable. Oh Dieu, un ami, Dis que le prénom, ça sera plus. Ketty, qui était avec moi à l'école normale supérieure de Lyon et du coup avec qui on a créé la première compagnie qu'on a fait ensemble, le Vilain Petit Théâtre. Et qui était, elle, metteuse en scène, qui l'est restée et qui fait de la recherche-création, et qui a été tenu son cap de mise en scène. Mais moi, j'étais comédienne à l'époque, mais en même temps, on travaillait beaucoup ensemble. Donc, je pense qu'elle m'a beaucoup influencée aussi, parce qu'on a travaillé ensemble aussi 5-6 ans, de façon très fusionnelle. Je pense que c'est les deux grandes rencontres de personnes avec qui j'ai vraiment partagé... avec qui j'ai co-créé des compagnies. Ouais. Donc c'est des histoires quand même assez longues qui en général se terminent pas très bien. Comme toutes les histoires d'amour, malheureusement. Voilà. Ouais. Et puis Yannick Laurent aussi, que je connais depuis très longtemps et qui m'a aidé, qui a un peu plus d'expérience que moi et qui m'a pas mal conseillé et avec qui je travaille aussi depuis 10 ans. Donc plus ponctuellement, mais sur des projets à l'hôpital et qui m'a toujours aussi pas mal aiguillé, suivi, conseillé. Ça, c'est vraiment les personnes intimes. Après, il y a des gens inspirants, mais disons que les personnes qui, dans ma carrière... si tu devais remercier ces gens-là, ce serait, je pense ces que trois personnes. Ces trois personnes, elles m'ont... Ouais. Ouais. En tout cas, ma vie théâtrale n'aurait pas été la même si elle n'avait pas existé. On pense toujours à une personne en particulier qui, sans s'en rendre... Parce que la personne ne se rend pas forcément compte qu'elle a chamboulé ta vie. Et c'est toujours très touchant quand tu y repenses. Parce que tu n'en serais pas là, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Si tu n'avais pas été... si tu n'avais pas rencontré cette personne, si tu n'avais pas chamboulé, si tu n'avais pas fait voir les choses différemment, etc., bah... Ouais. Ta vie aurait été complètement différente. Mais ouais, je trouve ça... C'est une question que je posais pas trop au début, dans les premiers épisodes du podcast, mais c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et au final, c'est toujours très touchant comme question, parce que on pense toujours à ces gens qui nous ont bouleversés. Ils sont parfois même pas au courant qu'ils nous ont bouleversés. Ou sont parfois malheureusement plus là aussi pour leur dire merci. Et du coup, je tiens à cette question parce que je pense que c'est le moment pour leur dire merci, tout simplement. Alors qu'ils nous écoutent ou qu'ils ne nous écoutent pas, c'est pas très grave. Mais au moins, les gens peuvent s'exprimer sur cette, tu vois, sur cette rencontre. Voilà. Donc, super. Parlons d'anecdotes. Est-ce que, parmi les nombreux projets dans lesquels tu as pu travailler, est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui est, alors potentiellement quelque chose qui t'a fait rire ou qui te fera toujours rire peut-être, un truc qui t'a tellement fait rire quand c'est arrivé, ou même ému tout simplement, mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière, que ça soit sur ou en dehors de scène, est-ce qu'il y a un truc qui t'adore cette anecdote, t'adores la raconter à chaque fois? Est-ce qu'il y a... Ça se peut qu'il n'y en ait pas, hein, ou trop, peut-être. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça? Après, c'est pas grave. S'il n'y a pas, on peut passer à une autre question. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Il y a... c'est très dur, je trouve. Enfin, il y en a plusieurs qui viennent, comme on a beaucoup parlé du Brésil, donc c'est des anecdotes qui reviennent du Brésil, parce que tout était un peu rocambolesque, mais peut-être la deuxième représentation du premier spectacle qu'on a monté, où l'acteur principal qui jouait Don Juan Pedro II, donc le roi qu'on faisait revenir comme un fantôme, n'est pas venu jouer. D'accord. Parce qu'il avait notamment des problèmes un peu avec l'alcoolisme. Et que du coup il avait juste trop bu la veille, et où du coup j'ai dû le remplacer en 2 secondes et demie, mais sauf que donc c'était pour jouer un souverain très important, grand, homme. Incroyable. C'est génial. Mais c'est une super anecdote, attends, c'est génial. Et écoute, finalement, c'est passé nickel. Personne n'a rien vu. Mais c'est génial. Voilà. Mais c'est extraordinaire comme histoire. C'est incroyable. Ouais, trop bien. Je m'attendais pas à un truc aussi. Waouh, c'est génial. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, je pose toujours cette question parce que ça m'intéresse toujours, parce que les réponses pardon, sont toujours différentes. Et ça, c'est très intéressant. C'est entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Je vais te dire, si je faisais tout ça au même niveau, je pourrais vraiment bien te répondre. Mais la vérité, c'est que je passe énormément de temps à créer, pas mal de temps à jouer. Tu m'as dit quoi? Création? La création, les répétitions, les représentations, les tournées. Les tournées, quasiment pas. D'accord. Parce que, notamment, j'ai fait beaucoup de théâtre in situ. Et par définition, l'in situ ne tourne pas. Évidemment. Les répétitions. Et alors, qu'est-ce que je préfère? Je fais beaucoup de répétitions et beaucoup de créations. J'aime tout. J'aime la création, moi. Ouais. J'aime répéter, mais j'aime pas trop répéter les mêmes choses. J'aime beaucoup improviser, j'aime quand les choses émergent, et j'aime créer. J'ai quand même compris que c'était pas pour rien que je tournais pas. Et que je faisais beaucoup de recherches. C'est qu'en fait, ce qui me fascine... Non, là, j'essaie de créer un spectacle qui va être diffusé, qu'on va jouer beaucoup, etc. Et j'ai déjà... Par exemple, j'ai joué quand même dans un spectacle où on a fait Avignon, et on a fait peut-être 50 dates sur le spectacle en tout. Ah oui, c'est quand même beaucoup et où j'étais juste comédienne. Okay. Très chouette, une adaptation de Don Juan, j'avais 2-3 rôles, enfin c'était très chouette. J'ai appris beaucoup, mais franchement, c'est pas ça qui me tient. Moi, je suis plus... C'est pour ça aussi que j'ai compris que j'étais pas si comédienne que ça. Là, je rejoue dans mon spectacle parce que j'ai envie de plateau et que j'ai envie d'éprouver le plateau pour créer, mais ce que j'aime, c'est la création. Ben oui, tu prêches un convaincu. Hein. Après, le reste, c'est bon. Oui, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est du bonus. Et voilà. Et en tant que metteur en scène, encore pire, parce que après, les comédiens trouvent qu'on est ingrat, mais j'ai envie de dire, bah écoutez, maintenant, moi, j'ai fait mon boulot. Chacun son taf. Chacun son taf. Donc, ouais. Mais ça m'étonne pas comme réponse, au final, parce que tu es passé par différentes phases dans ta vie créatrice et la création, elle sera toujours là. Parce que ça résume beaucoup, au final. Parce que tu sois comédienne, que tu sois metteuse en scène, clown ou ce que tu veux, voilà. Et tout ça, c'est de la création. Parce que tu crées quelque chose. Tu crées un personnage, tu crées une ambiance, tu crées une troupe. Voilà. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi, j'avoue. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais bien travailler? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui te viennent? Encore des noms, je sais. Je suis pas du tout quelqu'un du nom. Tu sais, quelqu'un du collectif anonyme. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Parce que moi, je pourrais te présenter des gens, j'avoue. Ah ouais, alors... J'avoue, je pourrais te présenter des gens parce que par rapport
ta façon d'être, j'apprends à te connaître encore. Moi, je te connaissais pas encore il y a 2 heures. Et j'ai les noms qui me viennent, quoi. J'ai envie de te présenter telle ou telle personne. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore échanger. Avec qui j'ai envie de travailler, je sais pas, non. J'aimerais bien qu'on me propose, je pense que je sais pas. Est-ce que j'aimerais qu'on me propose un rôle? C'est plus du tout dans mes objectifs. Ouais, c'est plus ton truc. Non, mais je crois que je serais quand même hyper heureuse et flattée, que ce serait un énorme défi. Ouais. Là, je travaille avec une musicienne que j'adore, et donc j'aimerais continuer de travailler avec d'autres musiciens, des clowns, des acteurs. Intéressant, ça. J'aime bien mixer aussi les disciplines. Mais j'ai pas trop de rêve de quelqu'un spécifiquement, ou de metteur en scène que j'aimerais rencontrer à tout prix. J'ai pu rêver d'être prise dans une troupe, de travailler avec Nouchki, j'ai pu rêver, mais un peu de loin parce que ça travaille, c'est très dur. Ouais, j'avoue. Mais par contre, je suis très ouverte aux rencontres. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Je pense notamment à Grecia, si elle nous écoute, qui était l'une des précédents épisodes du podcast, qui a une histoire particulière, qui est mexicaine, et qui est en France depuis, je crois, 8 ans, et qui en avait marre de, justement, ce stéréotype du théâtre français. Et du coup, elle a dit, en fait, moi, ça fait presque 20 piges que je fais du théâtre, donc je vais lancer mes propres cours. Et je pense que ça serait très intéressant que vous vous rencontriez. Ouais, avec plaisir. Vraiment. Je vais lui parler de toi. Et puis, en plus, tu parles espagnol, donc du coup, voilà, tu pourras encore plus pratiquer comme ça. Merci, parce que ça, on a besoin. Ouais, c'est tellement... Oh là là, moi, je suis en plein dedans, je peux te dire que... La langue, c'est important. Oui, très important. Les textes restent, mais la langue, c'est du live. Donc, bon. Mais oui, avec plaisir. Si tu veux, j'essaierai de vous mettre en contact. Tout comme, tu vois, Stéphane nous a mis en contact, et pourquoi pas. Avec plaisir. Donc, ça peut être une très très bonne idée. On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais je sais pas si... non, j'ai déjà posé la question. J'allais dire, quelle est la différence entre le théâtre français et le théâtre latino, donc plus particulièrement le théâtre brésilien, mais tu as déjà répondu à cette question, tu vois, on a anticipé quelques questions déjà. Est-ce que il y a un théâtre dans lequel tu aimerais bien jouer un jour? Jouer ou faire jouer l'une de tes pièces? Dans un idéal absolu, hein, évidemment. Alors là, on ne parle plus de personne, mais on parle de lieu. On parle de lieu, ouais. J'aimerais bien quand même... j'aimerais bien jouer... j'aimerais bien... Où est-ce que j'aimerais bien jouer? J'aimerais bien jouer à l'Odéon. C'est pas la première personne à le dire. C'est un beau théâtre quand même. C'est pas d'ailleurs Stéphane qui m'a dit qu'à l'Odéon, je crois d'ailleurs. Il faudrait que je réécoute l'épisode. J'aimerais bien jouer au Palais des Papes. J'aimerais bien. C'est sympa tout ça. Écoute, non mais tant qu'à mais du coup, parce que tu t'en parlais tout à l'heure, c'est que tu as du mal maintenant un peu avec ce qu'on appelle la boîte noire, donc du coup le fait d'avoir une scène avec des murs, etc. Est-ce que c'est vrai que ça te fait quand même quelque chose de jouer dehors et d'avoir en plus la nature et tu vois, l'harmonie avec la nature, etc. Et puis il y a aussi des contraintes, la météo, tout ça, machin, on en parle peu, le bruit, etc. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir quand même une sacrée différence, c'est-à-dire que c'est ça que je disais. Et alors du coup, pour transformer peut-être la question, c'est que, alors Yves, tu as une très très bonne réponse, mais dans ce cas-là, si toi tu devais créer une pièce dans un lieu extérieur, dans le monde entier, est-ce qu'il y a un lieu que tu aimerais bien? Machu Picchu. Ah ouais? Ouais. J'ai écrit un spectacle un peu sur le Machu Picchu. J'ai écrit un conte sur la chute de l'Empire Inca. C'est vrai? Ouais, un conte pour enfants que j'ai mis en scène. Que j'ai joué et tout. Non, je dis ça, je délire un peu parce que je sais pas du tout précis. Non, mais attends. Tu parles d'un lieu un peu délirant où j'aimerais jouer. Non, mais pourquoi pas, hein, attends.
Machu Picchu, c'est tellement, je pense que le lieu est tellement incroyable que il faudrait énormément d'acteurs. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Mais ça serait, t'imagines le Ce truc? serait beau, hein. Ouais, ça serait beau, hein. Ça pourrait être beau. Ouais. Comme il y a différentes hauteurs, Ouais. tu peux jouer sur différents niveaux. Il y a des lieux comme ça la nature est tellement bien faite. Ouais. Moi, j'aime les lieux abandonnés. Donc, Ah on parle oui, du Machu Picchu, mais tu vois, il y a des lieux, il y a des théâtres romains, etc. ouais, C'est tellement incroyable, ces ouais, lieux. c'est très beau. Et moi qui étais en Sicile il y a quelques années, Syracuse, etc., où tu as des théâtres en plein air qui sont dinguissimes, où tu te dis, mais celui avait une histoire extrêmement chargée, où il s'est passé des milliards de choses, etc. Pas forcément liées au théâtre, mais c'est fou de se dire, je joue ici, tu vois, c'est magique, quoi. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir se dire que il faut pas s'enfermer, alors littéralement et physiquement, tu vois, à une pièce, une salle, quoi. On peut jouer où on veut. Ouais. Comme il y a quelques années, j'étais dans le métro à Paris, et d'un seul coup, tu as des comédiens qui ont débarqué dans la rame de métro. Et puis, bah, on connaît tous le métro parisien, ou beaucoup le connaissent. Et ils ont commencé à faire une pièce. Ils sont montés sur les chaises, ils ont mis un mini rideau entre deux barres. Et je trouvais ça extraordinaire. Ils faisaient la manche, ces gens-là. Mais ça a tellement bien marché que j'ai dit, mais j'ai envie de les revoir, ces gens-là. Tu vois. Et je trouvais ça génial. Ils faisaient la promo de leur pièce, et ils cherchaient du financement. Et ils ont fait ça comme ça. Alors, je sais pas s'ils ont forcément été dans l'autorisation de la RATP, tous ces trucs à l'époque, mais franchement, je trouve ça couillu déjà de le faire. Ouais. Et il faut y aller, quoi. Et tout de suite, t'étais dans le truc. Ouais. Et en plus, ce qui est génial, c'est que moi, c'est ce que j'adore dans le théâtre, c'est que on parle du rire, mais tu sais, le métro, c'est tellement monotone, ça rappelle le travail, ça rappelle la routine, etc. Machin. Et là, tu t'es évadé le temps entre deux stations. Tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'adorerais pouvoir recroiser le chemin des gens qui font ça parce que je trouve ça incroyable. Et du coup, de t'avoir devant moi et moi, l'Institut, je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais, j'avais entendu parler, mais je m'étais vraiment intéressé à ce type de théâtre. Et là, tu vois, tu me donnes une envie, alors notamment, effectivement, à titre perso, la Colombie, les gares, etc. Donc, tout ce que je kiffe. Mais là, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Et vraiment très intéressant comme sujet et comme lieu. Ouais, c'est très spécifique. Ouais. Très... Ce qui est un peu dingue, c'est que la boîte noire te permet de créer une fiction et anéantit la réalité. En fait, te donne le cadre pour créer ta fiction intégrale. Tellement, bien sûr. La rue ou l'in situ, c'est pas exactement pareil, mais on peut quand même dire que ça. Oui. Voilà, te fait rentrer ta fiction dans la réalité et les deux, du coup, sont obligés de. Je sais pas comment dire, en fait, des fois, ils concordent. Et c'est dingue parce que le comédien arrive à intégrer le vol de la mouette qui n'était pas prévu dans la fiction. Extraordinaire. Et là, c'est extraordinaire. Tu vois, là, t'as des frissons parce que tout d'un coup, le monde se transforme sans artifice presque. Il y a de l'artifice, bien sûr. Et c'est magnifique. Et puis des fois, toi, tu parlais du bruit de la pluie, de je sais pas quoi. Parfois, c'est... Par contre, les éléments sont contre toi, il y a trop de bruit, et puis ta fiction ne parvient pas à prendre parce que la réalité est plus forte. Bien sûr. Mais tu as l'impression de transformer le réel avec moins de pincettes. Et puis après, alors il y a une dimension politique très claire, c'est que nous, tous les spectacles, depuis le Brésil, dans la rue, ne sont jamais payants. Et puis vous avez le droit de fumer, les spectateurs, et vous avez le droit de manger, et vous avez le droit de partir. Et vous avez le droit de photographier. Et si vous aimez pas, vous partez. Ce qui veut dire que les spectateurs ne peuvent pas être pris en otage. Ils sont pas dans le noir, en train d'être obligés d'écouter des gens. Et c'est
pour les comédiens, c'est dur. Hein. Ouais, imagine. C'est vraiment dur. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai été une fois, alors je réitérerai peut-être pas forcément cette expérience, mais dans comment dire, un hôtel all inclusive à l'autre bout du monde, tout inclus là, tu vois. Et il y avait une troupe de comédiens tous les soirs qui faisaient des impros, des machins, des trucs comme ça. Et les gens n'étaient pas forcément là pour ça, ils voulaient se divertir, mais effectivement il y avait cette liberté de se dire, ça me plaît pas, je pars. Alors, ça peut paraître très violent quand tu es sur scène et que tu vois des gens, moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire en tant qu'auteur, metteur en scène, etc., de voir des gens sortir parce qu'ils étaient choqués, j'allais trop loin, il y a 20 ans, j'allais trop loin dans mes premiers textes. Mais au final, cette liberté que tu peux laisser aux spectateurs, elle donne une autre dynamique. Ouais. Et c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Vraiment, il y a quelque chose de très... Moi, j'ai vraiment aimé j'ai toujours fait de la rue, hein, même depuis le début, les premières compagnies de théâtre, on faisait de la rue. Là, je reviens. Là, le spectacle que je crée en ce moment, c'est un duo. Ouais. Et c'est pas pour la boîte noire, même si on le jouera, j'espère, dans des théâtres. C'est pour des lieux hybrides, c'est pour des hôpitaux, des maternités, des maisons de quartier, etc. D'accord. Parce que je pense que le sujet est un peu intime pour être dehors, mais à voir. D'accord. Mais ça reste... C'est-à-dire qu'il y a la rue et puis il y a les espaces publics non théâtraux qui fonctionnent aussi. Et c'est vrai que c'est... Et le rapport au spectateur n'est pas du tout le même. J'ai rejoué, je sais plus quand, dans un théâtre avec des lumières et je voyais pas les spectateurs. J'ai été complètement perturbée. Bien sûr. Parce que ça fait 15 ans que je vois les gens, tu vois, en face, je vois leur tête directement, je leur parle et tout d'un coup de voir le noir et j'étais là, quel confort! Mais tellement. Et là en ce moment à la fac, je donne je fais la mise en scène des dernières années et et là par contre, je reviens du classicisme. Ah ouais. Je me fais plaisir. Mais t'as raison. Je monte des textes d'auteurs dans une boîte noire. Enfin, c'est un amphi, mais j'ai des lumières et tout. Et je m'amuse énormément parce que du coup, j'ai des outils que j'avais plus parce que t'es dehors, t'as tu redécouvres en fait. Ouais, et je me rends compte qu'il y a du bon, hein, aussi, tu vois, dans le cadre qui a été créé pour le théâtre. Évidemment. Parce que tu crées des focus, tu peux créer des images, tu peux créer avec la lumière. Et du coup, j'avoue, là, je m'amuse aussi et je me dis, c'est très bien, tu peux redécouvrir des outils. Mais il y a quelque chose d'assez excitant, fascinant d'être dehors. Mais c'est fatigant, il faut de la foi. Hein. Oh oui. Ouais. Dedans aussi, mais quand même, en extérieur, c'est... Ah ouais. Même, rien que physiquement. Bah, bien sûr. La scène peut être beaucoup plus grande. Ouais. Déjà, rien que ça, déjà. La scène peut être immense. Ouais, tellement. Sinon, après, tu trouves des cadres où tu joues, tu trouves des petites places, tu essayes de recréer des cadres, etc. Mais la voix part, enfin, c'est tout quelque chose. Ouais. Avant que tu nous parles de ton actu, est-ce que si toutefois il y avait un rôle que tu aimerais bien mettre en scène, ça serait lequel? Un truc qui existe ou un truc que tu voudrais créer? Non, un truc que je voudrais créer, je pense. Enfin, je vois pas dans les rôles existants du... Même si c'est une adaptation, hein. Au contraire. Ou une adaptation. Des rôles de femmes, parce que alors ça manque. Hein. On est d'accord. Et est-ce qu'il y a des figures... Ça, j'avais fait une impro dessus. Ça, ce serait très chouette. Je réfléchis en même temps. Ça. Non, mais c'est très bien. Pas tout à fait un même, mais c'était la compagne de Nietzsche. Une nana qui était incroyable. C'était un trio, un triangle amoureux. Et elle était avec 2 philosophes en même temps. Ah ouais. Et une penseuse incroyable.
Ah, ça va me revenir Ça va te peut-être revenir, Ouais, t'inquiète, parce y a que pas de c'est souci. loin et elle me revient là et Il n'y a pas de souci, t'inquiète. peut-être ce Si serait une ça figure. revient, tu me Ouais. l'as dit, y a aucun problème. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi? Alors, on rappelle du coup tes différentes casquettes. Alors, est-ce que Mm. peut-être, alors en tant que docteur en études théâtrales, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Et en tant que, on va dire plutôt metteuse en scène, parce que du coup, la comédie, Je peux tu pas dire reviens que de je temps gagne en ma vie temps. avec. Et ouais. Est-ce que si tu avais un conseil à donner sur ces différentes casquettes, qu'est-ce que ça serait? De garder les contacts avec toutes les personnes rencontrées. Parce que le théâtre, ici en tout cas, fonctionne vraiment en réseau Hmm. et en famille. Ouais. Donc, faut pas se brouiller avec trop Hmm. de familles. Oui, c'était un bon conseil, effectivement. Un peu pragmatique, Non, mais mais je c'est pense vrai. important. On n'en parle pas assez, mais c'est Ouais, vrai. c'est important. C'est vrai. Ouais. Et, et ne pas se fermer des portes idiotes avec des préjugés comme je ferai jamais de figuration Oui. pour les jeunes qui nous écoutent. Ou je donnerai jamais de cours, je serai jamais prof, ou je sais pas quoi. Hmm. Se dire le régime de l'intermittence, on est intermittent du spectacle, mais aussi du métier. Donc c'est aussi une chance de pouvoir avoir plusieurs métiers en un et ça Hmm. permet d'en vivre peut-être plus facilement, Bien sûr. pouvoir faire de la régie. Il y en a qui font de la régie et du jeu, de la régie et de la comédie, de ne pas s'enfermer dans une vision trop fermée Hmm. du métier. Ouais. Et quelqu'un qui voudrait être docteur comme toi Beaucoup travailler, Ouais. quand même, beaucoup travailler, Énormément se documenter. beaucoup se documenter, beaucoup lire, être très curieux, Hmm. aimer les bibliothèques, les livres, aller beaucoup au théâtre. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que, quand toi, tu as commencé ta carrière, tu aurais voulu entendre Celui-ci sur le réseau. sur le réseau? Ouais, moi, je me suis Ouais. pas forcément brouillée avec beaucoup de gens, mais j'ai fait l'orgueilleuse avec Ah. beaucoup de réseaux, de familles. Ah ouais. Je Ouais. m'en rends compte maintenant sans rancœur, mais Hmm. dès que la façon de faire du théâtre me convenait pas, Ah ouais. Hmm. je quittais le navire pour faire mes propres choix. Hmm, Je hmm. pense que ça m'a apporté de la liberté et que du coup j'ai eu une façon singulière de concevoir le théâtre, mais que ça m'a fermé des portes professionnelles. Ah ouais. Ouais. Hmm. D'accord. Très bien. J'entends parce que ça me parle, moi, à titre perso. C'est-à-dire que moi aussi, dans mes débuts, j'ai pu m'embrouiller avec des personnes et je regrette parce qu'au final, bah, même si peut-être des relations se sont mal terminées, des relations Mm. professionnelles se sont mal terminées, mais elles t'ont quand même apporté quelque chose à un moment donné dans ta vie. Mm. Et il faut garder que les instants Mm. positifs parce que c'est ce qui te construit. Mais même le négatif te construit. Mais tu vois, moi, il y a quelques années, je pouvais pas entendre les critiques quand j'ai Mm. commencé. C'est normal quand t'écris, etc. Tu as du mal parce que tu donnes beaucoup de ta personne, etc. Machin. Et en fait, avec le recul et puis la sagesse, voilà, en vieillissant, du coup, on se dit qu'en fait, la critique, tant qu'elle est constructive, il faut l'accepter. Mm. Et tout le monde ne l'accepte pas encore, à tout âge, hein, voilà, tout âge confondu, hein. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, quoi, comme on dit, quoi. Mais voilà, ne pas Ouais. avoir trop de rancœur, et puis Ouais. c'est ce fameux ego Ouais, ouais. artistique, on connaît tous, malheureusement, mais... Ouais, c'est ça. Bon, les brouilles, et puis c'est les. Il y a les brouilles, il n'y en a pas mille, mais voilà. Et puis surtout, et puis aussi
de pas avoir conservé les liens, soi-disant parce qu'on n'était pas dans la même ligne. Alors, et aussi, ça c'est vraiment un truc un peu paradoxal, je sais pas si tu le ressens aussi, mais en même temps de vouloir avoir une éthique, c'est-à-dire que je vais pas rester en lien avec cette personne par intérêt. Ouais. Si quelque part on n'a pas d'intérêt profond artistique, je vais pas aller au pot de première, je vais pas aller à la fête de l'école de machin, etc. Moi j'ai fait beaucoup ça en pensant aussi que au final je m'en sors parce que je travaille, tout va bien, je m'en sors très bien, mais quand même je pense que j'aurais pu avoir la vie plus facile si j'avais moins fait la... Alors est-ce que c'est est-ce que c'est de l'ego ou de l'éthique? Et ça, j'ai pas la réponse non plus, mais j'ai envie de dire, en tout cas, conseil pragmatique, mettez l'ego et l'éthique un peu de côté pour garder les familles que vous avez dans les écoles, dans les projets divers et variés. Parce qu'en fait, le travail vient de là. On ne fait que travailler avec des gens avec qui on a travaillé, qui vous recommandent, etc. C'est vrai. C'est un joli conseil. Hein. Bah, il n'y a quasiment pas d'audition publique. Hein. Non, très peu. Il n'y a quasiment pas d'embauche publique. Donc, si vous connaissez personne, il n'y a pas de... C'est dramatique, hein. Parce que du coup, c'est la reproduction du même. Et de famille. Et donc, si on en est exclu depuis le début, on n'a même pas la possibilité de prouver qu'on a du talent. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, il vaut mieux... Tu m'étonnes. Aïe, aïe, aïe. Rester dans la famille. Aïe, aïe, aïe. On arrive bientôt à la fin du podcast, mais du coup, j'ai encore 3 petites questions très simples. Est-ce que tu as d'autres passions que le théâtre? Oui. Les vacances. Je te rejoins. Mon compagnon est toujours, mais tu penses qu'aux vacances? Non, mais je pense fort aux vacances. Ça veut dire justement partir pour se rappeler que la réalité du travail, de la création du théâtre, quel que soit le travail, n'est pas la seule. Ouais. Et ça fonctionne systématiquement. Je te rejoins. Ouais, relativiser sur le... Surtout le voyage, hein, parce que le voyage, alors évidemment, notamment le voyage à l'étranger, qui permet de voir les choses différemment, de te prendre des claques culturelles aussi, parce que ça, moi perso, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de voyager, et de la claque culturelle, ça te remet en place, quoi. Ça te remet en place. Ça te remet en place direct. Ouais. Voilà. Tu dis qu'en fait, tu n'es rien, et que tu n'es que de passage sur Terre, et que, bah, si tu peux au moins t'amuser pendant ce passage, et ben, voilà, ça sera déjà pas mal. Ouais. Donc, c'est bien sûr. Moi, j'ai eu une passion énorme pour les voyages qui c'est un peu... Je pense que la passion est toujours là, mais que j'ose moins voyager. Bah, déjà parce que j'ai un enfant jeune. Et puis la conscience de l'écologie et tout, ça me perturbait. Mais même en vacances en France, pas trop loin, en allant en train, j'arrive même à décrocher. Mais la claque culturelle dont tu parles, elle est... Moi, elle m'a énormément formée aussi quand j'étais plus jeune. Bien sûr. Cette passion-là, et puis la marche. Ouais, la marche. Super. Ouais, en montagne, ou pas que, mais randonnée. J'adore. J'ai pas mal arrêté de voyager pour marcher. Ah ouais? Et c'était des belles envolées aussi, partir 5 jours, 10 jours, avec sac à dos et tout. Ouais. Je faisais de plus en plus ça. Alors, je sais pas si c'est un truc de quarantenaire, parce qu'on peut le dire. Hein. Mais, en tout cas, je sais pas, il y a cette... c'est vrai de se retrouver dans la nature, ça fait tellement du bien. Quand on est citadin, ça fait tellement de bien de partir, d'arrêter les écrans, les téléphones, les trucs, et de complètement se déconnecter. Et il n'y a que les vacances qui permettent de faire ça. Ben oui. C'est vrai. Hein. C'est vrai. On est tellement tous connectés. Oui, c'est ça. J'ai cette image, je sais, les gens dans le métro. Des fois, je fais exprès, j'observe évidemment beaucoup les gens. C'est normal pour écrire, on s'inspire des gens qu'on voit autour de nous. Mais le métro, c'est quand même quelque chose. Hein. Ils sont tous la tête en bas avec leur smartphone, etc. C'est d'une tristesse.
Alors moi, ça peut m'arriver comme tout le monde, voilà. Bien sûr, Mais mais je m'oblige à moi je me pas demande, faire que ça parce que sinon. j'ai l'impression que les êtres humains sont en train de de modifier leur Mais oui, structure de la colonne mais oui, oui, vertébrale. oui, oui. Et je vois le Ah, joug, j'arrête pas de c'est. dire ça à mes étudiants. Ouais, Je leur dis, mais regardez-vous, regardez ouais, le ouais, joug, c'est-à-dire quand les esclaves qui tirent, ouais, ils sont penchés ouais, comme ça, ouais, ouais. comme vous, avec Mais votre c'est vrai, téléphone. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils calculent pas. Enfin, Et comme nous, c'est. vous, mais. Mais oui, on fait tous la même Et il chose. suffit de. C'est incroyable parce que c'est vrai, c'est à Paris, Hmm. c'est comme ça. Et puis il suffit que je parte Ouais, et j'ai plus besoin de regarder, ça n'a plus d'importance. ouais, Est-ce que j'ai exactement. reçu un mail ou pas ça n'a plus Ouais, d'importance, quoi. tellement. Faut savoir Donc, se déconnecter parce que ça devient très très compliqué. C'est-à-dire que moi j'ai une. Alors, c'est très enfantin ce que je vais dire, mais j'ai une image de. Tu vois le dessin animé Wall-E? Tu vois ou non. pas? Alors, je te le conseille parce que alors, c'est un Disney Pixar, je crois. Mais il est très intelligent. En gros, l'histoire, c'est un petit robot qui nettoie la planète Terre parce que les humains ont tellement fait de la merde Mhm. qu'ils ont dû partir de la Terre pour vivre sur des vaisseaux spatiaux en plein dans l'espace parce qu'ils ont foutu une poubelle géante. Ils ont fait une poubelle géante gigantesque. Et en fait, tu les vois au final, ils ne marchent Mhm. même plus, ces humains. Sont dans des espèces de trucs volants et sur des écrans. Ils se parlent pas entre eux. Et du coup, il commence à être vieux maintenant ce dessin animé et il est tellement réel. Et ça fait peur, Ouais. tu vois. Ça fait vraiment peur. Il y a des films, évidemment, qui ont déjà fait ce. Mais ce truc-là, c'est vraiment très très Ouais. flippant. Et pour spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu, en tout cas voilà, mais c'est la nature qui va Les sauver. les sauver. Mhm. Et voilà. Et du coup, voilà, j'invite tout le monde à le revoir parce que même si c'est Wally. un dessin animé, Wall-E, c'est un dessin animé qui est très intelligent et très précurseur. Parce que par Mhm. rapport au thème, tu te prends une claque. Pour moi, ça a été c'était une image que vraiment je pense à Wally quand je vois ces gens en train de la nuque baissée en Mhm. train de tous regarder leur smartphone dans les transports en Ouais. commun. Je trouve ça horrible et je ne veux pas être Ouais, une de ça ces fait personnes. peur. Ça fait vraiment peur. Mais tu vois, le théâtre, aujourd'hui, j'ai l'impression que le théâtre est d'autant plus important. Ouais, À créer des pièces, peut-être, et encore, mais surtout, faire pratiquer le théâtre. mais oui. Parce que moi, je me rends. Alors, avec le Covid Oh, et le confinement, mais rien que se donner la main, se regarder dans ouais, les yeux, les jeunes, ouais. Ah. se parler. Mm. Et oui. Donc, j'ai. Ouais, il me Nous, semble. nous les théâtreux qui n'étions pas des personnes essentielles, c'est ça ce qu'ils On disaient. était vraiment loin d'être essentiel. Voilà, On est hein. peut-être en train de le devenir. Exactement. Bah oui, hein, ils se rendent compte, les têtes pensantes, qu'au final, le théâtre, c'est important. Et Ah l'art ouais, est important. ouais, bien sûr. Parce que ça permet justement de s'évader, de Mm. penser à autre chose et ouais, de redevenir un peu plus humain, Ouais. je trouve. Donc, on a tous besoin de ça. Voilà. Voyons, on devient philosophe hein, avec ce verre de Cool. Prosecco. Euh, Est-ce que tu aurais, alors c'est dans les dernières questions, mais est-ce que tu as un rituel que que tu fais avant une représentation, seul ou avec les troupes avec lesquelles tu dois travailler? On en a beaucoup. En tout Ouais, cas, moi, je fais toujours des échauffements ouais, et toujours des rituels. On chante pendant longtemps, collectivement, on a chanté. Ça aussi, c'est une pratique qui m'est venue du Brésil. ouais. Et très, 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 très belle, très importante. Je fais beaucoup de yoga aussi, donc il peut y avoir aussi D'où le tapis, c'est ça? Oui, Parce que mais là, t'es je venu vais avec donner un un tapis de atelier yoga. théâtre-yoga Ah, génial! juste avant de venir. Trop bien. Euh, donc ça peut être pendant un moment, mon rituel c'était de faire un poirier aussi, c'était très bien. Ah ouais, Ouais, assez longtemps parce qu'en fait ça fait descendre tout le sang dans la tête. ouais, Donc ça te met un peu la tête à l'envers et les idées à l'endroit pour ouais, jouer. ouais, ouais.
Euh, ouais. C'est Et génial. chanter. Ouais. Trop bien. Chanter, même seule, je chante beaucoup. Ah ouais? Jouer. Ouais. Ça détend énormément. Ouais, ça détend. C'est vrai. Ça détend les cordes vocales, ça me met Ouais, dans une joie aussi. c'est vrai. C'est important, Ouais. hein? Ah, c'est beau. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, alors on est dans les dernières, là vraiment dans les dernières questions. Tu as parlé des pièces dans lesquelles tu joues actuellement, ou en tout cas tu fais jouer potentiellement des élèves ou autres personnes. Quel est ton actu, théâtre? Et la dernière question, c'est est-ce que tu as des projets à venir? Ouais. Euh, Mon actu principal, c'est la création donc d'un duo, euh, texte et musique, qui s'appelle L'épopée tabou, qui est une création, un récit d'accouchement sur un mode épique. D'accord. Que j'écris euh, et joue avec Isabelle Guidon, qui est la percussionniste. Sur le plateau, il y a beaucoup de percussions. Toujours la musique. Toujours la musique. Ouais. Et très présente. C'est vraiment un duo. Au début, je disais, c'est un solo. Non, c'est Ouais. un duo. Ouais. Et les premières présentations publiques me le confirment, donc je suis très contente. Ça dialogue vraiment. Et donc, c'est un récit d'accouchement. Voilà. Mettre au monde un enfant. Très intéressant. Ouais, c'est un récit que j'ai eu envie d'écrire parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu dans la littérature ou qu'il y avait justement des podcasts, quelques récits très personnels, mais de récits épiques, collectifs, enfin, qui puissent être reçus collectivement et qui ne soient pas simplement pour les mères ou pour les femmes enceintes, mais qui soient pour les jeunes filles, pour les hommes, pour les jeunes hommes, pour les vieux, pour tout le monde, comme quelque chose en fait qui est une expérience qui, en fait, on est tous nés. Donc on a tous été accouchés, on a tous traversé un vagin ou un ventre, ou un ventre, mais en tout cas on est tous sortis. Et donc c'était important d'en parler. Donc ça c'est une création, une recherche-création, parce que c'est aussi, il y a une dimension aussi de recherche universitaire, mais le spectacle, on a créé les 40 premières minutes à peu près. Wow. Et puis il nous reste encore écrire la fin, composer la musique de la suite, finir la mise en scène. Ce sera créé, je pense, en avril 2026 ou plus tard en septembre. Et il y a des étapes de présentation de projets. Ouais. Il faut que je te mette en contact tout de suite avec quelqu'un qui me fait tout de suite. Il faut absolument que je te mette en contact avec une autre personne. C'est une photographe, une amie de mon cher et tendre, qui est brésilienne. Et sa spécialité, c'est les accouchements. Ah, super. Elle fait des photos artistiques des accouchements et elle les diffuse dans des lieux. Alors, ça peut paraître trash parfois, mais c'est un trash artistique. Et c'est très beau. C'est très très beau. Je ferais que je te mette en contact. Avec plaisir. Ça te permettra de reparler un petit peu portugais. Ouais. Si, também. Voilà. Mais du coup, si tu veux, je te mettrai en contact. Elle est ultra sympa. Et elle fait un très très bon travail. Et je pense que ça peut t'aider aussi. Et peut-être mélanger l'image avec le théâtre. Ou l'inviter, parce qu'on fera une journée d'études aussi. Tellement. Et tout, donc, oui, c'est très intéressant. Ah bah ouais, carrément. Ouais, super. Merci. Je t'en prie. Ça sert à ça aussi, tu vois. On parlait de réseau. Là, c'est ça le réseau. C'est ça. Ça. Bien sûr. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis pouf, hop. Donc ça, c'est ton actu. Donc ça, c'est mon actu de création, écriture. Super. Voilà. Et puis ensuite, cette année, du coup, j'ai donné un cours à Paris 8, donc à l'université, auprès d'étudiants de différentes filières et de différentes années. Et on crée un spectacle sur les sorcières. Qu'on va jouer le 21 juin au théâtre des 3T à Saint-Denis. Super. Ils sont super, c'est eux qui écrivent. Alors c'est vraiment de la création collective. Ils écrivent, ils mettent en scène.
Ah ouais? Ouais, je suis trop contente, je suis Du coup, vraiment tu fais quoi, fière toi? d'eux. Moi, exactement. Moi, j'arrive, j'ai cours demain, et j'arrive, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai rien préparé. Et ils m'étonnent, et je dis, on a réécrit la scène. Bah écoute, très bien, je C'est regarde. génial. Ouais, c'est génial. Trop bien. Non, je coordonne, je donne des retours, j'oriente, et puis j'ai passé 6 mois à les driver Bah ouais, énormément bien pour sûr. créer l'ambiance. Oh, génial. Donc ça, c'est chouette, le 21 juin. Et puis mon actu de fin d'année, c'est celle-là. Et puis ensuite, l'année prochaine, enfin après c'est l'été, j'ai des ateliers, des choses, mais... et l'année prochaine, si tout va bien, de septembre à décembre, je vais travailler avec des femmes à Épinay-sur-Seine pour récolter leur récit d'accouchement et en créer une pièce de théâtre et mettre ces femmes en scène. Waouh. Ouais, ça va être chouette aussi. Ça va être puissant. Ouais, je pense. Donc Super. voilà, c'est ça les actus. Puis on repart à Paris vite avec un nouveau spectacle, mais j'ai pas encore décidé ce que j'allais monter avec mes étudiants. Peut-être Rhinocéros de Ionesco. Oh, ah oui. Puisqu'on parle de montée du fascisme. Ouais. Et qu'il est toujours utile Et tellement. Très actu. De parler de rhinocéros. Ouais, ça va bien avec. Pourquoi pas? Oui. Ouais, carrément, je vois le lien. Très bien. Ouais, c'est super. Voilà. Et du coup, Hoc Momento, c'est ta compagnie. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. Donc, Hoc Momento, c'est une compagnie de théâtre de création contemporaine, puisqu'on écrit toutes les pièces, qui a commencé par vraiment du théâtre in situ et en rue. Compagnie donc, qui a été fondée après les expériences au Brésil et qui a été fondée à Saint-Denis, où on a notre siège social et où on a beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs créations. Il y a eu une grosse création vraiment qui a pris 4-5 ans parce qu'on crée sur le long terme, qui s'est appelé Montjoie Saint-Denis et qui a été un spectacle sur les Jeux Olympiques et les rois de France. Ah ouais, parce que je me disais, Montjoie Saint-Denis, ça me parle, forcément. Montjoie Saint-Denis. Évidemment. Une petite fiction où les travaux de construction des Jeux Olympiques réveillent les rois de France enterrés sous la basilique Saint-Denis. C'est génial. Ouais, c'était très drôle. C'est pas mon idée, c'est pour ça que je dis c'était vraiment drôle, génial. Et les rois de France se réveillent et on a l'impression que c'est les Romains qui reviennent, puisque les Jeux Olympiques. Et donc il y a un conflit entre les rois de France et Denis Fertanguet, alias Tony Estanguet. C'est un spectacle qui nous a beaucoup porté Trop bien. sur cette compagnie. Et puis ensuite, on a créé un autre spectacle qui s'appelle Le Marteau des Sorcières. Et donc là, c'est l'épopée Tabou. Voilà, c'est une compagnie qui rassemble des comédiens, metteurs en scène, une attachée de production incroyable qui m'aide énormément, Ossana Kasimova. Génial. Et voilà. Et puis on fait beaucoup d'ateliers, de stages aussi. On travaille aussi avec les enfants. Donc on mêle la création et puis les actions culturelles. Mais évidemment, ça en fait un certain programme. Ça en fait pas mal de choses. Il est temps de partir en vacances. C'est quoi ta prochaine destination de vacances? La Bretagne. Oh bah c'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est très bien la Bretagne. Voilà, on est sur des bases ah oui, ça au moins on est sûr. On peut pas être déçu. Ça c'est vrai, j'avoue. Tu dis ça à quelqu'un qui s'appelle Cédric, hein. Donc forcément. En plus, voilà. Tu sais que Bretagne, quand même... J'ai que le prénom de breton, hein. Je dois avoir un 8e de sang breton quelque part, mais c'est tout. Écoute, merci beaucoup, Louise. Merci à toi. C'était très très agréable de discuter avec toi. Vraiment, j'ai hâte de voir tes créations et je vais te suivre de très près. Et vraiment, et évidemment, ce n'est pas quelque chose que je dis dans le vide. Quand je te dis que je vais te présenter les gens, je vais te présenter les gens. Avec grand plaisir. Parce que je pense que ces deux personnes-là vont t'apporter quelque chose. Et ça peut être vraiment très très intéressant de vous mettre en contact. Après, voilà, on verra ce qui se passe, mais ça serait super. Merci encore. Merci à toi, c'était très agréable. Merci. Oui. Et je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux.
Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.